Bienvenue à tous dans cette édition du Morning Call. Le Soudan vient de rejeter les accusations d'usage d'armes chimiques contre des civils contenues dans un rapport d'Amnesty International. Des organisations de défense des droits de l'homme affirment pourtant avoir recensé des cas de décès survenus du fait de l'utilisation d'armes chimiques dangereuses. Ces attaques à l'arme chimique se sont produites dans le cadre d'une campagne militaire de grande échelle lancée par les autorités dans la région du Jebel Mara, au Darfour. C'était devant une foule en liesse que le président soudanais Omar el-Béchir annonçait le 7 septembre dernier, il y a donc moins d'un mois, le rétablissement de la paix au Darfour. Le Darfour va mieux aujourd'hui qu'hier et il ira beaucoup mieux demain, avait-il alors déclaré. 2 jours plus tard, Amnesty International recensait pourtant une nouvelle attaque chimique dans la région du Jebel Mara, au centre du Darfour, la 30e depuis le mois de janvier. Au total, entre 200 et 250 personnes, dont une majeure partie d'enfants, sont décédées à la suite de ces attaques à l'arme chimique. Bien, pour évaluer, analyser la situation au Soudan du Sud, nous avons en ligne Muthoni Wanyeki, il est le directeur régional d'Amnesty pour l'Afrique de l'Est. Bonjour Muthoni, comment avez-vous obtenu l'information à propos de l'usage d'armes chimiques au Soudan du Sud? En général, dans notre travail au Soudan, nous suivons la situation dans le Nil bleu, au Kordofan du Sud et au Darfour. Nous étions donc au courant en janvier que le gouvernement soudanais avait lancé une offensive militaire contre l'armée de libération du Soudan et le groupe Abdul Wahid. Et ces attaques ont impliqué une offensive au sol jusqu'en mai et des frappes aériennes qui se sont poursuivies jusqu'à ce jour. Eh bien, nous nous sommes intéressés à l'impact de cette offensive sur la population civile et c'est ainsi que nous avons rédigé ce rapport. Bien, le gouvernement soudanais estime que votre rapport est sans fondement et il pense que vous semez la confusion dans l'actuel processus censé ramener la paix dans le pays. In the ongoing peace process and rather trying to jeopardize the peace process, as they said in the country. Que dites-vous de cela? Eh bien, tout d'abord, les commentaires du ministère de la Justice cette semaine sont disponibles sur notre site Internet. Nous sommes très heureux de toute façon qu'ils aient réagi. Mais pour ce qui est de contester notre méthodologie de travail ou de dire que nous mettons en jeu le processus de paix, évidemment, ce n'est pas vrai. Ce que nous essayons de décrire, c'est la situation des civils dans le Jebel Mara, au Darfour, et d'attirer l'attention de l'Afrique et de la communauté internationale sur le fait que les attaques commises par les forces armées du Soudan, la force de réaction rapide et les Janjaouides ont aveuglément et délibérément pris pour cible des civils et des biens civils. En outre, nous avons essayé d'attirer l'attention sur le fait que, pour la première fois, autant que nous en soyons conscients, nous avons des preuves démontrant que ces forces gouvernementales ont également utilisé des armes chimiques contre leur propre population. Nous tentons donc d'attirer l'attention et d'obtenir que les pays de la région, l'Afrique et le reste du monde mettent la pression pour arrêter ces attaques. Nous voulons qu'il y ait une enquête crédible de l'Organisation pour l'interdiction d'utilisation des armes chimiques sur nos allégations et sur la situation en général. Bien, pour terminer, quelle garantie avez-vous que la communauté internationale pourra mener des enquêtes et suivre les recommandations que vous avez faites à ce sujet? On sait que le gouvernement soudanais est très souvent réticent à toute forme d'interpellation, d'injonction venant de l'extérieur. Eh bien, je pense que les preuves que nous avons mises en avant sont suffisamment éloquentes pour déclencher une enquête de l'Union africaine et des Nations unies. Nos espoirs, de toute façon, reposent sur le fait que le gouvernement soudanais souhaite restaurer ses relations avec le reste de la communauté internationale et c'est important pour sa propre crédibilité et pour la crédibilité du dialogue entamé avec la plupart des groupes d'opposition politique. Nous voulons qu'ils prennent vraiment au sérieux ce rapport, qu'ils permettent aux acteurs humanitaires de fournir une assistance médicale, mais aussi qu'ils acceptent d'ouvrir ses portes aux chercheurs pour confirmer la validité des résultats de nos recherches.
Ce sont des armes interdites par le droit international et il est dans l'intérêt du gouvernement du Soudan de coopérer immédiatement. Merci Muthoni Wanyeki qui était à Nairobi, au Kenya, pour Amnesty International. Tout de suite, on passe au Journal de l'Afrique. Le nouveau Premier ministre gabonais, Emmanuel Issoufou Ngondé, a pris la parole pour la première fois pour donner les grandes lignes du gouvernement et de l'action qu'il entendait conduire dans les prochains mois. Le chef de l'exécutif a par ailleurs promis de révéler les noms des membres de son équipe d'ici ce week-end. Regardez. Le nouveau Premier ministre gabonais prend déjà ses marques. Au lendemain de sa nomination, Emmanuel Issoufou Ngondé a tenu sa première conférence de presse pour annoncer la date de la publication de la composition de son gouvernement. La composition du nouveau gouvernement, sera rendue publique le dimanche 2 octobre. C'est un gouvernement d'ouverture, largement ouvert aux forces vives de la nation. Les tractations qui se poursuivent vont dans ce sens. Au cours de son point de presse, le chef du gouvernement gabonais n'a pas manqué de titiller l'opposant Jean Ping, qui refuse toujours de reconnaître la victoire de son rival Ali Bongo. Il est chef de quel parti? Il est chef de quel parti? Mais vous pensez que le seul élément qu'il faut prendre en compte dans la considération qu'on donne aux hommes politiques, c'est juste la participation à une campagne présidentielle? Cette sortie du Premier ministre gabonais intervient le jour même où la procureure de la Cour pénale internationale a annoncé l'ouverture d'un examen préliminaire sur la crise post-électorale qui a fait plusieurs morts. Eh bien, restons au Gabon où Jean Ping, le leader de l'opposition, refuse toujours de reconnaître Ali Bongo comme étant le président élu. Il appelle la population à observer une journée nationale du recueillement. On fait le point. Le torchon continue de brûler entre Ali Bongo et Jean Ping, même après la reconnaissance d'Ali Bongo comme président par la Cour constitutionnelle du Gabon. Le nouveau Premier ministre veut former un gouvernement ouvert et inclusif. Néanmoins, Jean Ping a fait savoir ce jeudi qu'il ne reconnaîtra pas Ali Bongo comme président. Président élu par vous, peuple gabonais, je réaffirme, Urbi et Orbi, que je ne reconnaîtrai pas le pouvoir d'Ali Bongo qui a les mains souillées du sang de nos compatriotes. Jean Ping persiste et signe, le Gabon doit être fier d'institutions fortes et non d'un homme fort. Ali appelle à un dialogue. Pouvez-vous appeler les gens à un dialogue avec les armes, avec l'hélicoptère, avec les jets de combat? Vous le savez, avec une arme à feu, tuant, emprisonnant tout le monde, c'est quoi? Est-ce un dialogue? Et pourquoi? Avec qui il va au dialogue? Pourquoi? Ping a appelé les Gabonais à rejeter Ali Bongo et de s'unir pour observer une journée nationale de contemplation le 6 octobre prochain afin de faire preuve de solidarité envers ceux qui sont morts. Et puis en Afrique du Sud, les étudiants ne décolèrent pas derrière le mouvement Fees Must Fall. Ils militent toujours contre la hausse des prix des frais universitaires pour l'année 2011. 11 étudiants ont été interpellés à Grahamstown lors de clashs de heurts avec les forces de police. Regardez. La mobilisation ne faiblit pas en Afrique du Sud. Les étudiants continuent leur mouvement de protestation malgré l'interdiction des manifestations dans les campus universitaires par un tribunal. La police a dû intervenir mercredi pour disperser un nouveau rassemblement d'étudiants sur des campus de Johannesburg et de Grahamstown. 11 manifestants ont été arrêtés à l'issue de violents affrontements avec les forces de l'ordre, obligés de faire usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène pour contenir les protestataires. L'Afrique du Sud est secouée par une vague de protestations estudiantines qui paralyse les universités des grandes villes du pays depuis une dizaine de jours. Les étudiants manifestent contre l'augmentation des frais de scolarité pour 2017, une mesure avalisée la semaine dernière par le gouvernement sud-africain limitant la hausse à 8%, c'est-à-dire plus que l'inflation de 6%. Eh bien, au Nigeria, s'il est vrai que Boko Haram n'a pas encore totalement mis fin au règne de la terreur, les populations essaient tout de même de se construire une vie.
Have a look at this Regardez. report we compiled for you. Les Nigériens déplacés par l'insurrection Boko Haram dans le nord du pays trouvent des moyens novateurs pour créer des entreprises en partant de zéro. Ils parviennent tant bien que mal à soutenir leur famille avec l'espoir de rentrer un jour chez eux. En 7 ans d'insurrection islamiste, plus de 15 000 personnes ont été tuées et 2 millions ont fui leur maison. La plupart d'entre nous dans ce camp ont perdu leur mari dans le conflit. Nous avons beaucoup d'enfants qui ont des besoins quotidiens et il n'y a pas d'argent pour prendre soin d'eux. Un grand nombre des déplacés étaient arrivés dans les camps sans argent ni biens. Le système d'acquisition de compétences a été introduit par l'Agence nationale de gestion des urgences il y a quelques mois pour aider ces personnes à recevoir une formation dans divers domaines. Nous ne voulons pas créer un marché dans le camp des déplacés pour des raisons de sécurité, mais nous encourageons toujours, si elles peuvent trouver des places quelque part, ce serait très bien. Elles pourront vendre leurs articles dans des conditions saines et ensuite revenir au camp. Les familles déplacées se plaignent cependant des conditions de vie rudes. Les Nations Unies estiment la plupart des abris de fortune surpeuplés et insalubres. L'eau et l'assainissement sont aussi loin de répondre aux normes d'hygiène acceptables.